Paf, donc on recommence. Chapitre 1, tome 1, l'apprenti épouvanteur de la Z de l'année. On va passer au chapitre 3, 13, passage Watery. Watery, tout dépend comment on prononce. Lorsque nous atteignîmes Orshaw, la cloche d'une église tintait au loin. Il était 7 heures et le soir tombait. Le vent nous envoyait un crachin glacé dans la figure. La lumière rasante me permettait de juger que cet endroit était le dernier où j'aurais souhaité vivre. J'aurais préféré ne pas avoir à m'y arrêter, même pour un bref séjour. Orshaw était une vilaine excroissance noire sur le vert des champs, une petite ville triste et laide. 2 douzaines de masures se blottissent les unes contre les autres sur la pente d'une colline fangeuse. Le paysage était criblé de puits de mine et Orshaw était au milieu. Un morceau de scorie, un monceau de scorie dominait le village, marquant l'entrée de la houillère. Pas si on dit comme ça. Derrière ce terril s'étendaient les réserves, où s'entassait assez de combustible pour chauffer tout le comté pendant le plus rigoureux des hivers. Où s'entassait assez de combustible pour chauffer tout le comté pendant le plus rigoureux des hivers. Nous suivîmes une étroite rue pavée, frôlant les murs sales pour éviter de nombreux chariots remplis de charbon qui luisaient sous la pluie. Les lourds chevaux de trait peinaient sous le poids de leur chargement, leurs sabots dérapaient sur le pavé mouillé. Il y avait peu de passants, mais les rideaux de dentelle se soulevaient furtivement à notre passage. Nous croisâmes un groupe de mineurs au visage rude, qui montaient prendre le service de nuit en discutant à voix haute. On rembobine, qui montaient prendre leur service de nuit en discutant à voix haute. En nous voyant, ils se turent brusquement et se mirent en file du côté opposé de la rue pour nous éviter. L'un d'eux esquissa même un signe de croix. « Oh, il faudra s'habituer, petit !» grommela l'épouvanteur. « Nous sommes souvent demandés, mais rarement bienvenus, et certains endroits sont plus hostiles que d'autres. » Tournant au coin, nous prîmes une rue encore plus sinistre, menant dans la partie basse de la ville. On voyait au premier coup d'œil que les maisons étaient inhabitées. Beaucoup de fenêtres étaient cassées, d'autres condamnées avec des planches. Malgré l'obscurité, aucune lampe n'y brillait. Au bout de la rue se dressait un ancien entrepôt de grains dont les larges portails de bois pendaient sur des gonds rouillés. L'épouvanteur s'arrêta devant la dernière maison. J'attends que le chat finisse de se retourner. L'épouvanteur s'arrêta devant la dernière maison. Accolée à l'entrepôt, elle était la seule à avoir encore un numéro. Ce numéro, gravé sur une plaque de métal clouée contre la porte, était le 13. Ah mince! C'est pas cool ça, Scribe. Bon courage. Enfin, du coup, t'as tout fait déjà, mais bon. Le pire des nombres, et le plus maléfique. Juste au-dessus, un panneau qui ne tenait plus que par un unique rivet menaçait de tomber sur les pavés. Il indiquait « Passage Watery ». Watery. Aïe. Du coup, t'as pas pu nettoyer ça, non? Les fenêtres avaient encore leurs carreaux, mais aux lambeaux de rideaux qui les garnissaient se mêlaient d'épaisses toiles d'araignée. Ce devait être la fameuse maison hantée. Mon maître tira une clé de sa poche, ouvrit la porte et pénétra dans cet antre obscur. Je le suivis, content d'être enfin à l'abri du crachin. Cependant, quand il alluma une chandelle et la posa sur le carrelage, au centre de la pièce, je sus que j'aurais préféré n'importe quel étage désaffecté à ce lieu lugubre. Je sus que j'aurais préféré n'importe quel étage désaffecté à ce lieu lugubre. À part un tas de paille sale sous la fenêtre, l'endroit était vide. Il n'y restait pas un seul meuble. L'air humide et froid sentait le renfermer, et à la lueur de la chandelle, je voyais de la buée s'échapper de ma bouche. Ce spectacle était assez déprimant, et les paroles de l'épouvanteur ne furent pas pour me réconforter. « Eh bien, mon garçon, le travail m'attend. Je vais te laisser ici, je t'y reprendrai plus tard. Tu sais ce que tu as à faire. »« Non, monsieur, » répondis-je en surveillant la flamme de la chandelle qui vacillait dangereusement. « Oh, je t'en ai déjà parlé, tu n'as donc pas écouté. Sois attentif et cesse de rêvasser. Je ne te demande rien de bien difficile, prétendit-il, en se grattant la barbe comme si quelques insectes s'y promenaient. Tu vas passer la nuit ici, seul.
J'amène tous mes apprentis dans cette vieille maison pour leur première nuit. Ça me permet de savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Ah, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. À minuit, tu descendras à la cave pour affronter la créature qui s'y tapit. Si tu réussis ce test, tu seras là sur la bonne voie, et je pourrai envisager de te garder. Des questions? Mhm. C'est vrai. Bon dodo, du coup. Repose-toi bien. Des questions, j'en avais beaucoup, mais les réponses m'effrayaient d'avance. Mais les réponses m'effrayaient d'avance. Je me contentais de remuer la tête en essayant d'empêcher mes lèvres de trembler. Comment sauras-tu qu'il est minuit? Je haussai les épaules. J'étais assez doué pour me situer d'après la position du soleil ou des étoiles, et si je m'éveillais au milieu de la nuit, je pouvais deviner presque exactement l'heure qu'il était. Seulement, ici, je me sentais beaucoup moins sûr de moi. La caméra n'est pas forcément très bien placée. Bref, dans certains lieux, le temps passe plus lentement, et cette maison m'avait tout l'air d'être de cela. Je me rappelais alors la cloche de l'église. « Il est 7 heures passées, dis-je. J'attendrai que sonne 12 coups. Bien. Fit mon maître avec un petit sourire. Dès que la cloche sonnera 12 coups, tu prendras la chandelle et tu descendras l'escalier de la cave. En attendant, dors si tu peux. Maintenant, écoute-moi attentivement. Il y a 3 choses importantes que tu ne dois pas oublier. N'ouvre la porte de la rue à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe. Et ne sois pas en retard pour descendre à la cave. » Il se dirigea vers la porte. Au moment où il sortait, je demandai-je. « Et la troisième chose ?» La chandelle, mon garçon. Quoi qu'il arrive, ne la laisse pas s'éteindre. La porte se referma derrière lui, et je me retrouvai seul. Je pris le chandelier avec précaution et entrai dans la cuisine. À part une pierre déviée, elle était vide. La porte de derrière était verrouillée. Le vent passait dessous en gémissant. Il y avait 2 autres portes sur la droite. L'une était ouverte, révélant les degrés de bois nus qui menaient aux chambres à l'étage. L'autre, plus proche de moi, était fermée. Des bisous, Scream. Cette porte close me mettait mal à l'aise. Je décidai tout de même de jeter un coup d'œil. Je saisis la poignée d'une main mal assurée et tirai. La porte résista, et l'espace d'un instant, j'eus l'effrayante impression que quelqu'un la retenait de l'autre côté. Je tirai plus fort et elle s'ouvrit brusquement. Déséquilibré, je faillis lâcher le chandelier. Des marches de pierre, salies de poussière et de charbon, s'enfonçaient dans les ténèbres. L'escalier tournait vers la gauche, si bien que je ne pouvais apercevoir le fond de la cave. Le courant d'air froid qui en montait chahuta la flamme de la chandelle. Je claquai vivement le battant et retournai dans la pièce principale, fermant aussi derrière moi la porte de la cuisine. Je reposai le chandelier dans le coin le plus éloigné de la fenêtre. Une fois assuré que la chandelle ne tomberait pas, je cherchai le meilleur endroit pour dormir. Je n'avais guère le choix, je n'allais certainement pas m'installer sur la paille humide. Je me roulai donc en boule sur le carrelage dur comme de la glace, et je fermai les yeux pour que le sommeil m'emporte loin de cette vieille maison sinistre. J'étais persuadé que je me réveillerais juste avant minuit. En temps ordinaire, je m'endors facilement. Mais ici, ce n'était pas pareil. Courage, Ayuko. J'espère que ça va de ton côté, coucou à toi. Je grelottais de froid. Le vent secouait les vitres. J'entendis aussi les bruissements des tapotements le long des murs. Des souris, pensai-je. On avait l'habitude des rongeurs à la ferme. Soudain, un nouveau bruit monta des profondeurs de la maison, très léger. Je tendis l'oreille. Il s'amplifia peu à peu jusqu'à ce que le doute ne fût plus permis. En bas, à la cave, il se passait quelque chose qui n'avait pas à s'y passer. On creusait. Il y eut d'abord le tintement de métal sur la pierre, suivi du chuintement d'une lame de bêche s'enfonçant dans la glaise. Cela dura plusieurs minutes, puis le bruit s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Le silence revint. Même les souris cessèrent
Même les souris cessèrent leur cavalcade. La maison semblait retenir son souffle. Et moi, je retenais le mien. Des coups sourds retentirent alors à une cadence régulière. Cela se rapprochait. Poum, poum, poum. Des pas. Je sautai sur mes pieds, saisis le chandelier et me recroquevillai dans un angle tout au fond de la pièce. Poum, poum, poum. Quelqu'un chaussé de lourdes bottes montait l'escalier de la cave. Quelqu'un avait creusé une fosse en bas dans le noir et s'apprêtait à surgir. À moins que... Peut-être n'était-ce pas quelqu'un, mais quelque chose. J'entendis grincer la porte de la cave. Les pas traversaient la cuisine. Je m'aplatis contre le mur, me faisant le plus petit possible, attendant que s'ouvre la porte de la cuisine. Elle tourna lentement, avec un craquement lugubre. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu veux de la place? Voilà. Pardon. Quelque chose pénétra dans la pièce. Un froid sépulcral me fit frissonner, un froid annonçant la proximité d'un être qui n'est pas de cette terre, un froid semblable à celui que j'avais ressenti sur la colline du pendu, mais pire encore. Je levai la chandelle, la lueur de la flamme projeta sur les murs et au plafond des ombres grotesques. D'une voix plus tremblotante que le chandelier dans ma main, je demandai « Qui est là ?» Il n'y eut pas de réponse, mais le vent, au dehors, s'était tu. « Qui est là ?» répétai-je. Toujours pas de réponse. Les pas sonnèrent sur le carrelage, s'avançant vers moi, de plus en plus près, et je percevais à présent un halètement, tel celui d'un énorme cheval de trait qui tire sa charge sur un chemin pentu. Au dernier moment, les pas se détournèrent, se dirigèrent vers la fenêtre. Je n'osais plus respirer. Tandis que la créature, elle, aspirait de grandes bouffées d'air comme si elle n'arrivait pas à s'emplir les poumons. Je n'osais plus respirer, tandis que la créature, elle, aspirait de grandes bouffées d'air comme si elle n'arrivait pas à s'emplir les poumons. À l'instant où je me crus incapable d'en supporter davantage, l'être invisible poussa un profond soupir, lourd de tristesse et de lassitude. Au bruit de bottes sur le carrelage, je compris qu'il regagnait la cuisine. Ce n'est qu'en l'entendant redescendre pesamment les marches de la cave que je repris enfin mon souffle. Mon rythme cardiaque se ralentit, mes mains cessèrent de trembler. Peu à peu, je retrouvai mon calme. Il me fallait maintenant remettre mes pensées en ordre. J'avais eu très peur. Cependant, rien de plus terrible ne m'arrivait cette nuit, je réussirais mon premier test. J'allais devenir l'apprenti de l'épouvanteur. Je devrais donc m'habituer aux lieux hantés. Mon travail m'y obligerait. Au bout de quelques minutes, je me sentis mieux. Je m'apprêtais à me réinstaller pour dormir, mais comme le dit souvent mon père, les esprits mauvais ne connaissent pas le repos. Peut-être n'avais-je pas fait ce qu'il fallait. Toujours est-il qu'un nouveau bruit, bien que d'abord faible et lointain, me fit sursauter. On frappait à la porte. Il y eut un silence, puis j'entendis distinctement 3 coups. Un autre silence, et 3 autres coups résonnèrent plus près. Alors je compris. Quelqu'un parcourait la rue, frappant à chaque maison, approchant peu à peu du numéro 13. Lorsque l'inconnu atteignit enfin la maison hantée, les 3 coups retentirent avec une force à faire réveiller un mort. La créature de la cave allait-elle remonter pour ouvrir aux visiteurs? Soudain, ma peur s'envola. Une voix m'appelait de l'extérieur, une voix que je connaissais bien. « Tom! Tom, ouvre! Laisse-moi entrer !» C'était maman. J'étais si heureux de l'entendre que je courus vers la porte sans réfléchir. Dehors, il pleuvait toujours. Elle devait être trempée. « Dépêche-toi, Tom !» me pressait maman. « Ne me fais pas attendre !» Ma main soulevait déjà le loquet quand la mise en garde de l'épouvanteur me revint en mémoire. « N'ouvre la porte de la rue à personne. » Et la mise en garde, c'est la voix de l'épouvanteur. « N'ouvre la porte de la rue à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe. »
Mais pouvais-je laisser maman dehors dans la nuit? J'inspirais longuement et m'efforçais de raisonner. Le simple bon sens me disait que ça ne pouvait pas être elle. Pourquoi m'aurait-elle suivi jusqu'ici? Comment aurait-elle su que j'étais dans cette maison? De plus, elle n'aurait jamais entrepris seule un tel voyage. Jack ou mon père l'auraient accompagnée. Non, c'était autre chose qui attendait, dehors. Une chose sans main, et cependant capable de frapper. Une chose sans pied, qui se tenait pourtant sur le trottoir. On cogna encore le battant avec insistance. « Laisse-moi entrer, Tom !» supplia la voix. « Pourquoi es-tu si méchant? J'ai froid, je suis mouillé, je suis fatigué. » J'entendis des pleurs, et ce fut alors certain que ce n'était pas maman. Maman était forte, maman ne pleurait jamais, même dans les situations les plus douloureuses. Au bout d'un moment, les coups faiblirent, puis cessèrent. M'allongeant par terre, je tentais encore une fois de m'endormir. Je me tournai et me retournai sans trouver le sommeil. Le vent s'était remis à secouer les carreaux. Les demi et les heures s'égrenaient au clocher de l'église. Bientôt, il serait minuit. On va boire un coup. Il n'y a plus d'eau. Là. Pourquoi t'as eu peur? T'as soif? Tu veux que je t'amène de l'eau? On ça a l'air d'aller. Tac, 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 tac. Pour l'instant, ça va, je tremble très peu. C'est plutôt bon signe. Voilà. Puis le moment de descendre, l'escalier de la cave approchait, plus j'étais angoissé. Je voulais réussir le test de l'épouvanteur, mais oh, que j'aurais aimé être de retour chez moi en sécurité dans mon lit bien chaud. C'était peut-être pas le bon oh là. Juste après la demi de 11 heures, la créature en bas recommença à creuser. Puis, des pas lourds montèrent de nouveau les marches de pierre. De nouveau, la porte de la cuisine s'ouvrit et les bottes sonnèrent sur le carrelage de la salle. J'étais pétrifié. Seul mon cœur bougeait encore, cognant contre mes côtes à les briser. Seul mon cœur bougeait encore, cognant contre mes bottes à les briser. Et cette fois, les pas ne se dirigèrent pas vers la fenêtre. Ils vinrent droit sur moi. Poum, poum, poum. Une main invisible me saisit par le col et me souleva, à la manière d'une chatte transportant son chaton. Un bras invisible s'enroula autour de mon corps, immobilisant mes bras, m'écrasant la poitrine. Je suffoquais comme un poisson hors de l'eau. On m'emportait vers la porte de la cave. Je ne voyais pas celui qui me tenait. J'entendais juste sa respiration sifflante. Je me débattis frénétiquement, car au fond de moi, je savais ce qui allait arriver. Je savais pourquoi on avait creusé une fosse. On allait me descendre dans cette cave, par cet escalier obscur, et c'était une tombe qui m'attendait. J'allais être enterré vivant. Une terreur sans nom me submergea. J'aurais voulu hurler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Soudain, on me lâcha. Je tombai lourdement. Je me retrouvai à quatre pattes, devant l'entrée béante de la cave, le nez à quelques centimètres de la première marche. Mon cœur tapait si vite que je n'aurais pu compter ses battements. Je bondis sur mes pieds et claquai la porte. Le corps agité de tremblement, je courus me réfugier dans la salle, en me demandant laquelle des trois règles de l'épouvanteur j'avais transgressé. La chandelle. Elle s'était éteinte. Un éclair illumina alors la pièce, suivi d'un violent coup de tonnerre. La pluie s'abattit sur la maison, tambourinant sur les carreaux. Une bourrasque malmena la porte comme si quelqu'un dehors essayait d'entrer. Je restai un long moment immobile, sursautant à chaque éclair. Jamais je ne m'étais senti aussi misérable. C'était vraiment une sale nuit. Pourtant, malgré ma peur de l'orage, j'aurais donné n'importe quoi pour m'enfuir dans la rue, pour ne pas avoir à descendre dans cette cave. J'entendis la cloche de l'église sonner au loin. Je comptai les coups. Minuit, l'heure d'affronter ce qui m'attendait en bas.
À cet instant, je remarquai la lueur d'un éclair de larges empreintes de pas sur le carrelage. Je pensais d'abord qu'il s'agissait de celle de l'épouvanteur. Mais elles étaient noires, comme si les semelles qui les avaient laissées avaient été pleines de poussière et de charbon. Elles sortaient de la cuisine, bifurquaient vers la fenêtre, puis repartaient d'où elles étaient venues, vers les profondeurs de la cave où j'allais devoir m'enfoncer. Je tâtonnai à la recherche du chandelier et mis la main sur mon baluchon. Dedans, il y avait le briquet que mon père m'avait donné. À l'aveuglette, je réunis quelques brins de paille, bâtis le briquet pour faire jaillir les étincelles. En soufflant doucement dessus, je portai la mèche d'amadou à incandescence et l'approchai de la paille. Une courte flamme s'éleva, juste le temps que j'y rallume la chandelle. Papa ne se doutait sûrement pas en me faisant ce cadeau qu'il me serait si... Papa ne se doutait pas qu'en me faisant ce cadeau... Papa ne se doutait sûrement pas, en me faisant ce cadeau, qu'il me serait si vite utile. Lorsque j'ouvris la porte de la cave, un nouvel éclair illumina la cuisine. Un violent coup de tonnerre ébranla la maison, et son écho roula jusque dans les fondations. Je m'engageai dans l'escalier, levant le chandelier d'une main si tremblante que sa lumière projeta sur le mur des ombres fantastiques. Tout en moi refusait de descendre. Même si je ne réussissais pas le test, je n'aurais probablement plus qu'à repartir chez moi dès l'aube. J'imaginais alors ma honte d'avoir à raconter à maman ce qui s'était passé. 8 marches plus bas, je franchis le tournant. La cave m'apparut, pas très grande, plein de recoins obscurs que la flamme de la chandelle n'arrivait pas à éclairer. D'épaisses toiles d'araignée pendaient du plafond, voûtées telles des tentures. D'épaisses toiles d'araignée pendaient du plafond, voûtées telles des tentures déchirées. Je relis. D'épaisses toiles d'araignée pendaient du plafond, voûtées telles des tentures déchirées, des morceaux de charbon traînaient sur le sol en terre battue. Je contournai un tonneau à bière et une table bancale. Je distinguai alors quelque chose derrière un tas de cajots. D'effroi, je faillis lâcher le chandelier. C'était une forme sombre, ressemblant vaguement à un tas de chiffons. Il en sortait un bruit étouffé, régulier. Ça respirait. Il me fallut user de toute ma volonté pour obliger mes jambes à remuer. J'avançai d'un pas, d'un autre encore. La chose se dressa soudain devant moi, immense silhouette encapuchonnée de noir, avec des yeux luisants d'une terrifiante lueur verte. J'étais sur le point de m'enfuir en hurlant lorsque je remarquai le long bâton que la créature tenait dans sa main gauche. « Qu'est-ce que tu fabriquais ?» me lança l'épouvanteur. « Tu as 5 minutes de retard. » Et voilà. On tente de lire le chapitre 4. Franchement, je tremble quasiment pas. On voit un peu le petit doigt bouger, mais ça roule. On va déjà couper la rediffusion et on passe à la suivante. On va essayer de continuer un peu pour voir.